Il existe une architecture invisible qui gouverne nos vies, une matrice silencieuse tissée non par la providence divine ni par le hasard cosmique, mais par des hommes qui ont compris une vérité fondamentale que l'on vous a soigneusement cachée depuis votre enfance. Cette vérité ne figure dans aucun manuel scolaire, aucun programme universitaire ne l'enseigne ouvertement, et pourtant elle détermine qui prospère et qui sombre dans l'obscurité économique. Les philosophes anciens l'ont effleuré, les économistes modernes l'ont documenté, mais le système éducatif contemporain l'a enseveli sous des couches d'obéissance institutionnelle. Lorsque vous étiez enfant, assis derrière ce bureau standardisé, on vous a appris à lever la main avant de parler, à mémoriser des dates sans comprendre leur signification, à résoudre des équations dont l'utilité pratique vous échappait complètement. On vous a récompensé non pas pour avoir remis en question l'autorité, mais pour avoir récité correctement ce que l'autorité vous imposait de retenir. Chaque bonne note représentait une victoire de la conformité sur la curiosité. Chaque bulletin scolaire mesurait non votre capacité à penser, mais votre aptitude à obéir. Cette mécanique comportementale ne relève pas de la théorie du complot. Elle constitue une réalité documentée par des décennies de recherche en psychologie comportementale et en économie institutionnelle. Le système éducatif moderne, hérité des structures industrielles du XIXe siècle, fut conçu pour produire des travailleurs obéissants, non des penseurs indépendants. Les usines de cette époque nécessitaient des employés capables de suivre des instructions répétitives sans questionner la hiérarchie. L'école devint l'antichambre de cette servitude volontaire. Prenez un instant pour observer la structure même de votre parcours éducatif. 12 années minimum passées à assimiler des informations que vous oublierez en grande partie, à développer des compétences que le marché du travail jugera souvent obsolètes. Pendant ce temps, les véritables mécanismes de création de richesse, les dynamiques psychologiques qui séparent les millionnaires des salariés moyens, les stratégies cognitives employées par ceux qui accumulent le capital, tout cela reste soigneusement exclu du curriculum. Ce n'est pas un accident. C'est un design. Les études menées par les universités de Stanford et de Princeton entre 2008 et 2015 ont révélé une corrélation fascinante. Les individus qui réussissent financièrement ne sont généralement pas ceux qui excellaient académiquement selon les critères traditionnels. Ce sont ceux qui développèrent une capacité spécifique, une compétence cognitive que le système scolaire non seulement ignore, mais activement réprime. Cette compétence porte un nom dans la littérature psychologique contemporaine, la pensée contrariante. La pensée contrariante ne signifie pas l'opposition systématique par principe adolescent. Elle désigne la capacité neurologique à examiner les consensus sociaux, à identifier leurs failles structurelles, et à agir sur la base d'analyses indépendantes plutôt que sur la validation collective. Warren Buffett, dont la fortune dépasse 100 milliards de dollars, résuma ce principe en une phrase devenue célèbre dans les cercles financiers, « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs ». Cette maxime encapsulait l'essence même de la pensée contrariante appliquée au marché financier. Mais pourquoi le système éducatif supprime-t-il activement cette capacité cognitive? La réponse réside dans une réalité économique que les institutions préfèrent masquer. Une société fonctionnelle nécessite une pyramide démographique précise. Au sommet, une minorité infime contrôle le capital et les décisions stratégiques. Au milieu, une classe managériale exécute ces décisions. À la base, une majorité massive fournit le travail physique et intellectuel qui génère la richesse capturée par le sommet. Si chacun développait une pensée contrariante, cette pyramide s'effondrerait. Le système éducatif moderne remplit donc une fonction sociologique cruciale, il trie les individus. Il identifie ceux qui possèdent naturellement une tendance à la pensée indépendante et ceux qui l'acceptent facilement la conformité. Les premiers causeront des difficultés au système, recevront des évaluations médiocres malgré leur intelligence évidente, et seront étiquetés comme problématiques. Les seconds prospéreront académiquement, recevront des récompenses institutionnelles, et intégreront sans friction la machine économique. Cette dynamique trouve ses racines théoriques chez les philosophes qui examinèrent les structures de pouvoir bien avant l'émergence du capitalisme moderne. Michel Foucault analysa méticuleusement comment les institutions créent ce qu'il nomma des sujets dociles, des individus dont les corps et les esprits sont façonnés pour servir les intérêts du pouvoir sans résistance consciente. L'école, selon Foucault, constitue l'une des technologies disciplinaires les plus efficaces jamais conçues. Elle normalise la surveillance, elle récompense la conformité, elle punit la déviance. Maintenant, déplaçons notre regard vers les marchés financiers, ce théâtre où se joue quotidiennement le drame de la richesse et de la ruine. En 1929, alors que l'euphorie spéculative atteignait son paroxysme à Wall Street, quelques investisseurs contrariants commencèrent à liquider leurs positions. Ils observaient des signaux que la foule ignorait,
des ratios prix-bénéfice historiquement élevés, un endettement croissant pour financer des achats d'actions, une participation massive du public dans des marchés qu'il ne comprenait pas. Lorsque le krach survint en octobre, ces contrariants avaient préservé leur capital tandis que la masse perdait tout. Cette même dynamique se reproduisit en 2008 lors de la crise des subprimes. Pendant que les banques d'investissement colportaient des produits dérivés toxiques, certifiant leur sécurité avec l'aval des agences de notation, une poignée d'analystes contrariants examinaient les données sous-jacentes. Ils découvrirent que des millions de prêts hypothécaires avaient été accordés à des emprunteurs insolvables, que ces prêts étaient ensuite empaquetés dans des instruments financiers opaques et vendus comme des actifs sûrs. Michael Burry, un neurologue devenu gestionnaire de fonds, paria des centaines de millions contre ces instruments. Quand le système s'effondra, il généra des profits colossaux pour ses investisseurs. Quelle différence cognitive séparait ces individus de la foule ? Ils possédaient une aptitude que le système éducatif décourage systématiquement, la capacité à penser en termes de probabilité plutôt qu'en termes de certitude sociale. Le cerveau humain, façonné par l'évolution pour fonctionner en groupes tribaux, privilégie le consensus. Cette tendance cognitive, nommée biais de conformité par les psychologues comportementaux, servait nos ancêtres lorsque la survie dépendait de la cohésion tribale. Dans les marchés financiers modernes, elle garantit la pauvreté. La recherche en neurosciences économiques, particulièrement les travaux de Daniel Kahneman récompensés par le prix Nobel, démontra que les décisions financières humaines obéissent rarement à la logique rationnelle. Elles sont dominées par des heuristiques mentales, des raccourcis cognitifs qui économisent l'énergie cérébrale mais produisent des erreurs systématiques. L'heuristique de disponibilité nous fait surestimer la probabilité d'événements récents ou dramatiques. L'heuristique de représentativité nous pousse à voir des patterns là où n'existe que du bruit statistique. Le biais d'ancrage nous enchaîne aux premières informations reçues, même si elles sont arbitraires. Ces mécanismes psychologiques expliquent pourquoi les marchés financiers exhibent une volatilité excessive. Les prix des actifs ne reflètent pas uniquement des fondamentaux économiques rationnels. Ils incorporent les émotions collectives, les paniques de masse, les euphorias grégaires. Les investisseurs contrariants exploitent précisément ces distorsions. Ils achètent lorsque la peur déprime irrationnellement les prix en dessous de la valeur intrinsèque. Ils vendent lorsque l'euphorie les propulse au-delà de toute justification fondamentale. Cette approche nécessite une fortitude psychologique que peu possèdent. Imaginez-vous en 2009, après que les marchés eurent chuté de 50%. La presse financière proclamait la fin du capitalisme. Les économistes prédisaient une dépression prolongée. Vos collègues, vos amis, votre famille vous suppliaient de liquider vos positions. Dans ce contexte émotionnel, auriez-vous eu le courage d'acheter davantage d'actions ? C'est pourtant exactement ce moment que les contrariants identifièrent comme l'opportunité de la décennie. Ceux qui achetèrent alors virent leur capital multiplié par 4 dans les années suivantes. Le système éducatif ne vous prépare pas à cette solitude cognitive. Il vous enseigne que la validation sociale équivaut à la vérité. Lorsque le professeur approuve votre réponse, elle devient correcte. Lorsque vos camarades partagent votre opinion, elle se renforce. Cette programmation comportementale crée des adultes incapables de tenir des positions intellectuelles isolées. Ils préfèrent avoir tort avec la majorité plutôt que raison dans la minorité. Cette préférence coûte des fortunes. Examinons maintenant la structure même du travail salarié, cette institution que le système éducatif vous prépare à intégrer dès l'enfance. Le contrat salarial moderne présente une asymétrie fondamentale que peu perçoivent clairement. Vous échangez votre temps, votre énergie cognitive, votre créativité contre une compensation fixe. Votre employeur capture toute la valeur économique que vous créez au-delà de votre salaire. Si vous générez 100 000 € de valeur mais recevez 40 000 en salaire, les 60 000 restants enrichissent quelqu'un d'autre. Cette structure n'est pas injuste au sens moral traditionnel. Elle représente simplement la réalité du capitalisme. Celui qui possède le capital, qui assume le risque entrepreneurial, qui conçoit les systèmes de création de valeur, celui-là capture les profits résiduels. Le salarié reçoit la sécurité d'un revenu prévisible en échange de la renonciation aux gains potentiels illimités. C'est un trade-off, un compromis rationnel pour ceux qui privilégient la stabilité. Mais voici la question cruciale que le système éducatif ne vous encourage jamais à poser, pourquoi privilégier la stabilité plutôt que le potentiel ? La réponse réside dans la psychologie comportementale, spécifiquement dans ce que les chercheurs nomment l'aversion aux pertes. Les études menées par Kahneman et Tversky révélèrent que les humains ressentent la douleur d'une perte environ 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain équivalent.
perdre 1000 € provoque une souffrance psychologique 2 fois supérieure à la joie de gagner 1000 €. Cette asymétrie émotionnelle explique pourquoi la majorité choisit le salariat. Le risque entrepreneurial implique une possibilité de perte totale qui terrifie le cerveau humain, même si elle s'accompagne d'un potentiel de gain massif. Le salariat offre une illusion de sécurité qui apaise cette terreur primale. Je dis illusion parce que la sécurité de l'emploi constitue un mythe dans l'économie moderne. Les restructurations, les automatisations, les délocalisations peuvent détruire votre poste à tout moment. Mais le cerveau préfère ce risque diffus à l'anxiété immédiate de l'entrepreneuriat. Le système éducatif amplifie cette aversion aux pertes en punissant sévèrement l'échec. Chaque mauvaise note, chaque examen raté, chaque année redoublée est vécue comme une humiliation sociale. Cette programmation crée des adultes paralysés par la peur de l'échec. Ils préfèrent ne jamais tenter plutôt que risquer l'échec. Cette paralysie garantit qu'ils resteront dans les structures salariales toute leur vie. Contrastons maintenant avec la psychologie des entrepreneurs millionnaires. Les recherches menées par Thomas Stanley dans son étude monumentale sur les millionnaires américains révélèrent des patterns comportementaux fascinants. La majorité des millionnaires ne sont pas des héritiers. Ils ont construit leur richesse en une génération. Ils ne conduisent pas de voitures de luxe. Ils vivent dans des maisons modestes. Ils possèdent des entreprises banales, souvent invisibles, des services de nettoyage industriel, des entreprises de gestion de déchets, des cabinets comptables régionaux. Ces individus partagent une caractéristique cognitive commune, ils perçoivent l'échec non comme une humiliation mais comme des données. Lorsqu'une stratégie commerciale échoue, ils analysent les causes, ajustent leur approche, et tentent à nouveau. Cette résilience cognitive ne provient pas d'une génétique supérieure. Elle résulte d'un recadrage mental que le système éducatif non seulement ignore, mais contredit activement. La philosophie stoïcienne, développée dans l'Antiquité gréco-romaine, offrait déjà ce recadrage mental. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivit que l'obstacle devient le chemin. Cette maxime critique encapsulait une vérité psychologique profonde, les difficultés ne sont pas des interruptions du parcours vers le succès, elles constituent le parcours lui-même. Chaque échec affine votre compréhension, élimine les stratégies inefficaces, développe votre résistance émotionnelle. Les entrepreneurs millionnaires ont internalisé cette philosophie, consciemment ou non. Ils ne recherchent pas l'échec, mais ils ne le craignent pas pathologiquement comme le font les produits du système éducatif standard. Cette différence psychologique explique pourquoi ils peuvent prendre des risques calculés que d'autres trouvent paralysants. Ils lancent des entreprises, investissent dans des actifs sous-évalués, négocient des contrats ambitieux, tout en sachant que certaines tentatives échoueront. Maintenant, pénétrons plus profondément dans les mécanismes psychologiques de l'accumulation de richesses. La discipline financière représente un autre domaine où le système éducatif échoue lamentablement. Combien d'heures avez-vous passé à étudier la trigonométrie? Combien de minutes avez-vous consacré à comprendre les intérêts composés? Cette disparition révèle les priorités réelles du système. Les intérêts composés constituent mathématiquement la force la plus puissante dans la création de richesses à long terme. Albert Einstein aurait déclaré, selon une attribution probablement apocryphe mais conceptuellement précise, que les intérêts composés représentent la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Cette asymétrie explique pourquoi certains accumulent des fortunes tandis que d'autres s'endettent progressivement. Prenons un exemple concret. Deux individus, identiques en tout point, commencent leur carrière à 25 ans avec un salaire de 30 000 € annuel. Le premier dépense tout son revenu, justifiant cette décision par le désir de profiter de la jeunesse. Le second investit 15% de son revenu dans un portefeuille d'actions diversifié générant un rendement annuel moyen de 7%. À 55 ans, le premier possède 0 capital investi. Le second possède plus de 500 000 €. Cette différence ne résulte pas d'un écart de revenus, mais d'une différence comportementale minuscule maintenue pendant 3 décennies. Le système éducatif ne vous enseigne pas cette mathématique comportementale. Pourquoi? Parce qu'une population qui comprend les intérêts composés commence à épargner et investir plutôt que consommer. Une économie de consommation, fondement du capitalisme contemporain, nécessite que la majorité dépense continuellement. Si chacun investissait 15% de son revenu, la demande de consommation s'effondrerait, entraînant récession et chômage. Le système vous encourage donc à consommer par l'omission de l'éducation financière. Cette stratégie s'accompagne d'une propagande culturelle puissante. Les médias glorifient le luxe ostentatoire. Les réseaux sociaux exhibent des modes de vie dépensiers.
Les publicités créent des besoins artificiels. Cette pression sociale constante pousse vers la consommation immédiate plutôt que l'investissement patient. Résister à cette pression nécessite une force psychologique considérable que peu possèdent. Les millionnaires étudiés par Stanley résistent précisément à cette pression. Ils conduisent des voitures d'occasion. Ils achètent des vêtements fonctionnels plutôt que des marques prestigieuses. Ils évitent les restaurants coûteux. Cette frugalité ne provient pas d'une avarice pathologique, mais d'une compréhension claire. Chaque euro dépensé en consommation ostentatoire est un euro qui ne travaille pas pour générer des revenus passifs futurs. Ce concept de revenu passif constitue peut-être la clé cognitive la plus importante que le système éducatif omet. La majorité travaille pour gagner un revenu actif, échangeant directement temps contre argent. Les riches construisent des systèmes qui génèrent des revenus indépendamment de leur temps. Ces systèmes incluent les entreprises qui fonctionnent avec des employés, les immeubles locatifs qui produisent des loyers mensuels, les portefeuilles d'actions qui versent des dividendes, les droits d'auteur qui génèrent des redevances. Construire ces systèmes nécessite du capital initial, ce qui ramène à l'importance de l'épargne et de l'investissement précoce. Mais cela nécessite également une compétence cognitive spécifique, la capacité à penser en termes de système plutôt qu'en termes de tâches. Le système éducatif entraîne à accomplir des tâches spécifiques sous supervision. Il ne développe pas la pensée systémique, la capacité à concevoir des processus qui fonctionnent de manière autonome. Les philosophes systémiciens comme Ludwig von Bertalanffy comprenaient que la complexité du monde moderne nécessite une approche holistique. Les problèmes économiques ne sont pas des équations linéaires avec des solutions uniques. Ce sont des systèmes dynamiques avec de multiples variables interdépendantes, des boucles de rétroaction, des effets émergents imprévisibles. Naviguer dans cette complexité nécessite une pensée souple, adaptative, capable de tolérer l'ambiguïté. Le système éducatif, avec sa structure rigide de bonnes et mauvaises réponses, conditionne l'inverse. Il crée des esprits qui recherchent des solutions définitives, qui se sentent anxieux dans l'incertitude, qui préfèrent suivre des procédures établies plutôt que d'improviser. Ces caractéristiques créent d'excellents employés pour des tâches répétitives, mais des entrepreneurs médiocres. Abordons maintenant une dimension plus sombre de cette réalité. Le système récompense l'obéissance non seulement par design économique, mais aussi par nécessité politique. Les démocraties modernes fonctionnent sur le principe d'une population suffisamment éduquée pour accomplir des tâches complexes, mais insuffisamment critique pour remettre en question les structures de pouvoir fondamentales. Cet équilibre délicat nécessite un système éducatif qui développe certaines compétences tout en supprimant d'autres. Noam Chomsky analysa méticuleusement cette dynamique dans ses travaux sur la fabrication du consentement. Les populations modernes ne sont pas contrôlées par la force militaire, mais par la gestion sophistiquée de l'information et la formation des préférences cognitives. Le système éducatif constitue le premier maillon de cette chaîne de contrôle. Il enseigne non seulement des connaissances spécifiques, mais également des modes de pensée, des valeurs implicites, des limites cognitives acceptables. Cette perspective peut sembler cynique ou conspirationniste, mais elle repose sur des fondations philosophiques solides. Antonio Gramsci, théoricien marxiste emprisonné par les fascistes italiens, développa le concept d'hégémonie culturelle. Le pouvoir ne se maintient pas uniquement par la coercition, mais par la création d'un consensus culturel où les dominés intériorisent les valeurs des dominants comme naturelles et inévitables. L'école constitue l'institution principale de cette intériorisation. Lorsque vous acceptez sans questionnement que le succès se mesure par des diplômes, des titres professionnels, des promotions hiérarchiques, vous avez intégré l'hégémonie du système. Ces métriques de succès bénéficient à la structure existante en canalisant les ambitions individuelles vers des voies qui renforcent le système plutôt que de le défier. Le véritable succès alternatif, l'indépendance financière et intellectuelle, reste largement invisible dans le discours social dominant. Cette invisibilité s'explique par un phénomène que les sociologues nomment la reproduction sociale. Les élites économiques transmettent leurs avantages à leurs descendants non principalement par l'héritage monétaire, mais par la transmission de capital culturel. Ce concept, développé par Pierre Bourdieu, désigne les connaissances informelles, les réseaux sociaux, les codes culturels qui facilitent la réussite économique mais ne s'enseignent pas dans les salles de classe. Les enfants de familles aisées apprennent à table comment fonctionnent les marchés financiers, comment structurer les entreprises, comment négocier les contrats. Ils intègrent ces connaissances de manière osmotique, sans effort conscient. Les enfants de familles modestes n'ont pas accès à ce curriculum caché. Le système éducatif formel pourrait combler ce fossé, mais il choisit de ne pas le faire.
Cette omission perpétue la stratification sociale génération après génération. Alors, que faire de ces connaissances? La prise de conscience constitue la première étape, mais elle ne suffit pas. Elle doit s'accompagner d'une reprogrammation comportementale délibérée. Vous devez identifier les scripts cognitifs que le système a implantés et les remplacer consciemment par des alternatives plus efficaces. Commencez par examiner votre relation à l'échec. Lorsque vous échouez à quelque chose, quelle émotion surgit? Si c'est la honte ou l'humiliation, vous portez encore la programmation scolaire. Pratiquez le recadrage stoïcien, l'échec est une donnée, pas un verdict sur votre valeur. Chaque échec élimine une stratégie inefficace, vous rapprochant des stratégies efficaces par élimination. Ensuite, développez votre tolérance à l'isolement social des opinions. Entraînez-vous à tenir des positions intellectuelles même quand votre entourage les rejette. Commencez par des sujets à faible enjeu pour construire progressivement votre résilience cognitive. Cette capacité devient cruciale dans les décisions financières où le consensus est souvent erroné. Éduquez-vous financièrement de manière systématique. Lisez les classiques de l'investissement comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, les travaux de Warren Buffett, les recherches comportementales de Kahneman. Comprenez la différence entre actifs et passifs, entre valeur et prix, entre spéculation et investissement. Ces connaissances ne sont pas ésotériques, elles sont délibérément rendues inaccessibles par leur exclusion du curriculum standard. Développez des sources de revenus indépendantes de votre temps. Commencez modestement par une activité secondaire, un investissement locatif minuscule, un portefeuille d'actions progressivement constitué. L'objectif n'est pas de devenir millionnaire immédiatement, mais de créer une trajectoire où votre richesse croît exponentiellement plutôt que linéairement. Les intérêts composés nécessitent du temps, commencez donc maintenant. Cultivez la pensée systémique. Lorsque vous observez un phénomène économique ou social, ne vous contentez pas d'identifier des causes simples. Recherchez les boucles de rétroaction, les incentives cachés, les conséquences de second et troisième ordre. Cette gymnastique mentale développe une sophistication cognitive que le système éducatif néglige. Enfin, acceptez la solitude inhérente à cette voie. Lorsque vous commencez à penser différemment, vous vous distancez inévitablement de votre environnement social immédiat. Vos amis pourront trouver vos conversations sur l'investissement ennuyeuses. Votre famille pourra critiquer votre frugalité comme de l'avarice. Vos collègues pourront moquer vos ambitions entrepreneuriales comme irréalistes. Cette friction sociale représente le prix de la déviation du script standard. Les philosophes existentialistes, particulièrement Jean-Paul Sartre, explorèrent ce thème de l'aliénation comme condition de la liberté authentique. Pour vivre selon vos propres valeurs plutôt que les valeurs imposées par la société, vous devez accepter un certain degré d'isolement. Cette solitude n'est pas pathologique, elle est nécessaire. Elle crée l'espace mental où peut émerger une pensée véritablement indépendante. Le système vous a conditionné à rechercher l'approbation externe comme validation de vos choix. Cette dépendance vous maintient captif. La liberté cognitive, et par extension financière, nécessite de développer une boussole interne basée sur vos propres analyses et valeurs. Cette transition psychologique représente peut-être le défi le plus difficile, car elle exige de renoncer au confort de la conformité. Mais considérez l'alternative. Vous pouvez continuer à suivre le script standard, travailler 40 années dans un emploi qui ne vous passionne pas, épargner 5% de vos revenus dans un compte d'épargne à rendement négatif après inflation, prendre votre retraite avec une pension insuffisante, et passer vos dernières années dans l'anxiété financière. Des millions suivent précisément cette trajectoire. Ou vous pouvez choisir la voie contrariante. Elle exige plus d'efforts initiaux, plus de discipline comportementale, plus de résilience psychologique. Mais elle offre quelque chose que le système ne peut jamais fournir, l'autonomie véritable. L'autonomie de choisir comment vous passez vos journées, avec qui vous les passez, quel projet vous poursuivez. Cette liberté n'a pas de prix, et c'est précisément pourquoi le système la rend si difficile d'accès. Les philosophes depuis l'Antiquité reconnurent que la liberté authentique nécessite non seulement l'absence de contraintes externes, mais également l'absence de contraintes internes. Les chaînes les plus puissantes sont celles que nous portons dans nos esprits, les croyances limitantes que nous avons internalisées comme vérité. Le système éducatif forge ces chaînes avec une précision remarquable. Mais les chaînes peuvent être brisées. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se recabler tout au long de la vie, offre une échappatoire. Vous n'êtes pas condamné à penser comme le système vous a programmé. Chaque nouvelle connaissance acquise, chaque comportement différent pratiqué,
chaque croyance limitante remise en question crée de nouvelles connexions neuronales. Progressivement, votre cerveau devient l'outil de votre libération plutôt que l'instrument de votre servitude. Cette transformation exige de la patience. Le conditionnement a pris des décennies, le déconditionnement nécessitera du temps également. Mais contrairement au parcours scolaire, ce processus génère des résultats tangibles et immédiats. Chaque livre lu sur la finance augmente votre sophistication économique. Chaque investissement réalisé, même minuscule, vous rapproche de l'indépendance financière. Chaque projet entrepreneurial, même s'il échoue, développe vos compétences systémiques. Le système vous a enseigné que l'éducation se termine avec les diplômes. C'est peut-être le mensonge le plus dommageable de tous. L'éducation authentique commence lorsque vous assumez la responsabilité de votre propre développement cognitif. Elle continue toute la vie, guidée par la curiosité plutôt que par les curriculums, motivée par l'application pratique plutôt que par les examens. Les individus qui accumulent des richesses significatives sont invariablement des apprenants permanents. Ils lisent constamment, expérimentent continuellement, ajustent perpétuellement leur stratégie. Cette posture cognitive contraste radicalement avec la majorité qui cesse d'apprendre après avoir quitté le système éducatif formel. Cette divergence explique pourquoi l'écart de richesse s'accroît exponentiellement avec le temps. Voici donc la vérité que les philosophes et les économistes contrariants ont découverte: le système ne récompense pas l'intelligence au sens académique du terme. Il récompense l'obéissance parce que l'obéissance maintient les structures existantes. L'intelligence véritable, celle qui génère la richesse et l'autonomie, se manifeste dans la capacité à penser indépendamment, à agir contrairement au consensus lorsque l'analyse le justifie, à tolérer l'inconfort de l'isolement social, et à persévérer malgré les échecs répétés. Cette intelligence ne se mesure pas par les tests standardisés. Elle se mesure par les résultats dans le monde réel, les entreprises construites, les fortunes accumulées, la liberté acquise. Et elle est accessible à quiconque décide de rejeter le script imposé et d'écrire le sien. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à blâmer le système, à vous plaindre de l'injustice, à attendre qu'il change. Ou vous pouvez reconnaître que le système ne changera jamais parce qu'il fonctionne exactement comme prévu. Il produit une majorité obéissante et une minorité contrariante. La seule question est, dans quelle catégorie choisirez-vous de vous situer ?